Attention. Montre-nous les abreuvoirs. Attends, c'est quoi ça? Bah ouais, vas-y. Non, ah non, bah non, il veut pas savoir. Bah oui, j'avais tout coupé pour la pompe. Ah bah oui, la pompe, ça, on l'a dormi, c'est ça. Ah ouais, les corniches, ouais. Donc faut que tu remettes tout. On va voir s'il y a une différence. Là, il n'y a pas de souci. Tu vois, j'avais testé le racleur l'autre jour. C'est un racleur à nylon. À corde, ouais. Et en fait, l'an dernier, je pensais que par la corde, il n'y avait pas de courant qui passait. Oui. Et avec un collègue, il y a 2 fermes, on s'est rendu compte que ça passait par la corde avec une humidité. Et là, il n'y a rien qui passe dedans. Donc ça, c'est bien. Donc je m'appelle Luc Leroy, de profession je suis géobiologue. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est un peu plus. Je travaille principalement en élevage sur les questions de santé animale, de perturbations, de comportement du troupeau et de problèmes sanitaires sur les troupeaux. Mais dans mon parcours, donc mes parents étaient agriculteurs, plutôt céréaliers, et je me suis assez vite intéressé plutôt à l'élevage, et notamment aux questions de sol. Donc j'ai travaillé en Normandie, en Basse-Normandie, pour un groupement d'agriculteurs biologiques, avec une entrée plutôt connaissance des sols, notamment avec l'approche de la méthode Yves Héraudy, sur compréhension de la vie microbienne, du sol, de comment est né le sol, d'où il vient, comment il a évolué, et comment on peut travailler avec lui en faisant le minimum d'erreurs et en travaillant de manière cohérente sur le sol. Voilà. Donc ça a été ma partie professionnelle il y a plus de 25-30 ans maintenant. Et je suis passé aussi par une école en biodynamie, mais un peu plus ouverte que l'école de Beaujeu, sur une vision globale du vivant, hein. Qu'est-ce que c'est que le vivant, comment ça fonctionne. Voilà, et tout ce parcours-là m'a amené petit à petit à travailler sur la géobiologie. Donc j'ai eu moi-même des problèmes de santé à une époque, notamment de sommeil, hein, liés à des problèmes électriques, géobiologie dans ma chambre, qui fait que je dormais pas bien du tout. Et puis quand je me suis mis à dormir sur la moquette, je dormais très bien, et dès que je remontais dans mon lit, je dormais plus. Donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose sur l'endroit où je dormais, quoi. Voilà, ça m'a posé des questions, donc j'ai travaillé avec un géobiologue en formation. Et puis quand j'étais au groupement bio, je repérais des éleveurs qui travaillaient très bien, qui étaient bien accompagnés, mais qui avaient des résultats catastrophiques, quoi, qui étaient liés peut-être à d'autres choses que je ne connaissais pas bien. Donc à l'époque, j'ai rencontré des électriciens, des géobiologues, j'ai fait des formations comme ça le week-end pour apprendre d'autres particularités. Et il y a 25 ans, on a déménagé avec mon épouse et nos enfants en Bretagne. Et là, j'ai démarré la géobiologie, donc j'ai rencontré un géobiologue qui partait en retraite, qui m'a aidé à démarrer aussi. Et rapidement, ben voilà, j'en ai fait mon métier, quoi. Les vaches, tu dis? Les vaches, oui. Tu vois, là, elles sont toutes à manger là-bas. Là, il n'y a presque pas à manger. Et les vaches se couchent pas plus loin que là-bas. D'accord. Et où il y a la vache aussi de coucher là, elles viennent pas avant aussi. Là. Hier après-midi, je suis allé voir la rumination des vaches. Ouais. Donc je suis resté avec elles un quart d'heure à 20 minutes. Enfin, elles étaient comme là. C'est pour ça qu'il y a un problème, même si l'an dernier ça se passait bien. Bah, l'an dernier, l'année d'avant aussi, oui. Voilà. Parce qu'il y a d'autres gens qui cette année ça a basculé, quoi. Il y en a d'autres, ça fait longtemps que c'est comme ça quand il fait chaud. Et d'autres, ça. Pourquoi? Ouais, mais là il fait beau. Ouais. Dans le bâtiment, il fait pas chaud. Hein. Sans même de l'air. Alors est-ce que c'est lié à la sécheresse? Donc ça fait bientôt 25 ans que je fais de la géobiologie, principalement élevage. Pourquoi en élevage? Parce que ça m'intéresse, l'élevage déjà, les sols, les animaux. Et je vois vraiment le lien entre la géobiologie et les résultats. Ce qui permet de crédibiliser un petit peu notre manière de voir, quoi. Je fais aussi un peu de maison, notamment les humains, parce qu'il y a des demandes, mais c'est plus difficile à argumenter dans le sens où la santé humaine est plus complexe que la santé animale, quoi. Et surtout, en santé humaine, on ne peut pas faire de statistiques sur une maison, sur un lieu. Alors qu'un élevage, on peut faire des mesures de taux de mortalité, taux de fécondité, évaluer la production, la qualité du lait, le taux de cannibalisme, on peut mesurer plein de choses. Donc on peut
étayer notre résultat, quoi. Et ça, c'est bien parce que ça conforte un petit peu, quoi, notre manière. Ce rectangle va être plus à Ah oui, ok. Et je trace ici ce qu'on appelle l'enveloppe de forme. Alors on la voit pas là, mais c'est ce... Le carré noir. Le carré noir, voilà. Ça, c'est la forme énergétique du bâtiment. Ok. Parce qu'en fait, c'est toujours axé nord, sud, est, ouest. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Montercy, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui s'est baladé dans le monde entier toute sa vie pour étudier les bâtiments, les grands bâtiments. Et il s'est rendu compte dans toutes les traditions, les religions, les machins, ils avaient la même... Je te coupe, mais ma maison, justement, tu l'as pas fait, c'est pas 3 pour 5 mètres, un truc comme ça, il y a aussi ce truc-là. Il y a le 3, 4, 5, ça. Mais ça, on l'a pas fait pour la maison, peut-être? Non, je l'ai pas fait, c'est une autre vision, mais okay. Le 3, 4, 5, ouais. Et... Ce qu'on avait fait. Ouais, mais c'est l'archi qui avait décidé ça. Non, on avait remodifié un peu. Ah oui, on l'avait recalé, ouais. Donc c'est un petit peu différent, mais c'était pour se rapprocher d'une proportion qui était souvent utilisée aussi, justement. Voilà. Et donc quelle définition donner à la géobiologie? Qu'est-ce que c'est la géobiologie? Alors, c'est vrai que c'est important de dire quelle est ma définition, parce qu'il y a, je dirais, il y a autant de géobiologie qu'il y a de géobiologues quasiment, puisque c'est un métier qui n'existe pas, qui n'est pas référencé comme un boulanger, un menuisier, un agriculteur. Il n'y a pas de formation professionnelle reconnu par l'État, il n'y a pas de diplôme. Donc il y a un cadre qui n'est pas pleinement défini. Pour moi, la géobiologie, géo c'est le lieu, logie ça va être l'étude des lieux. En gros, c'est est-ce qu'il y fait bon vivre ou pas, quoi. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui vient perturber un lieu s'il n'y fait pas bon vivre? Parce qu'en fait, malheureusement dans mon métier, je suis surtout appelé par rapport à des gens qui ont des soucis, que ce soit des agricultrices, des agriculteurs ou des maisons, des gens qui ont des soucis. Donc on va commencer à chercher pourquoi le lieu est perturbé. Donc la géobiologie, c'est l'étude de, voilà, sur ce lieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va? Pourquoi ça va pas? Au-delà de l'aspect vétérinaire, de l'aspect nutrition, de l'aspect ventilation, de l'aspect ensoleillement, c'est, voilà, qu'est-ce qui fait que ça va? Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Donc il y aura plusieurs grandes entrées qu'on détaillera tout à l'heure. Il y a une grande partie qui existe depuis la nuit des temps, hein. Ça a toujours existé, la géobiologie, ça portait pas ce nom-là, hein. Il y a eu avant nous, il y a eu les sourciers, c'est la recherche d'eau souterraine. Il y a eu toutes les grandes constructions, les pyramides, les cathédrales, tous ces hauts lieux, même les lieux mégalithiques, hein. Ils n'implantaient pas ces bâtiments-là n'importe où, ils prenaient en compte le sous-sol, quoi. Les zones de faille, les passages d'eau, certains réseaux telluriques, hein, qui existent, étaient pris en compte pour que ces lieux-là puissent être bien, ou que les gens puissent bien vivre, voire développer une vibration particulière. Voilà, donc il y a eu tout ça. Et tout a changé là au 19e siècle, 20e siècle, où en fait est arrivée l'électricité, où là on a carrément modifié, mais je dis bien modifié le contexte des lieux, puisque on a créé des champs électromagnétiques et surtout on a créé ce qu'on appelle des courants vagabonds, qui sont des courants électriques mais très faibles qui vont circuler dans le sol. Voilà. Donc moi à partir de ce moment-là, c'est les années 1920, 30, 40, 50 quand est arrivée l'électricité dans les campagnes, où on a fait de gros changements subtils, vibratoires, énergétiques des lieux, puisque ces courants vagabonds sont venus perturber, on peut dire, le vivant sur ces lieux, que ce soit le vivant végétal, animal, bactériaux, microbiaux et humains. Voilà. Pour moi, c'est une évidence que c'est surtout à partir de ce moment-là où on a bouleversé beaucoup de choses. Mais on ne s'en est pas rendu compte puisque c'est des courants très faibles, mais qui ont des incidences importantes. Donc voilà un petit peu la géobiologie. Donc il y a une partie plus technique, où on a des appareils de mesure, on va avoir des multimètres, des champs-mètres, des oscilloscopes, des pinces ampères-métriques pour évaluer ces courants, ces tensions qui circulent. Et il y a une partie sensible qui a toujours existé, qui est le ressenti corporel. Notre corps a la capacité de percevoir ces sensations de bien-être ou de mal-être. Et donc mon travail, ça va être de lier les deux, de comprendre comment les deux sont imbriqués. Et comment l'animal va être touché par ça. Voilà. Et de trouver bien sûr les solutions, parce que c'est ça qu'il faut faire. Voilà.
Alors c'est pour ça que ma vision de la géobiologie, puis de d'autres collègues, hein, on est plusieurs, pour moi c'est important de travailler à plusieurs, parce que tout seul, la recherche c'est compliqué, ça demanderait trop de moyens, trop de temps, et on n'a pas tous la même compétence. Donc moi je travaille avec, on est une association qui s'appelle ProSantel, qui est une association de géobiologues, où on a un peu défini, je dirais, un protocole de géobiologie qui prend en compte la matière, l'énergie, l'information. Pour moi, la matière, c'est tout ce qui est technique pure, quoi. Un courant, ça se mesure, c'est technique, ça s'évalue. Voilà. Donc ça, on peut le codifier, l'identifier pleinement. Il y a la géobiologie traditionnelle du passé qui existe encore, hein. C'est cette énergie qui vient du sous-sol et notamment du cosmos que les sourciers utilisaient pour chercher de l'eau, ou nos prédécesseurs utilisaient pour implanter les maisons. C'est ce qui vient vraiment du sous-sol, qui va venir s'échanger avec l'atmosphère. Donc c'est une géobiologie de ressenti corporel. Donc on utilise des baguettes de sourcier, hein, la même chose. Et il y a une troisième géobiologie qui est une géobiologie plus subtile, qui prend en compte des énergies subtiles, qui prend en compte la mémoire des murs, qui prend en compte des choses qui ne sont pas palpables physiquement. Et pour moi, la géobiologie, elle a toute sa cohérence quand elle relie les trois. Il y a des géobiologues qui vont ne travailler que sur la partie très subtile, hein, avec les mémoires, avec voilà, il s'est passé telle chose dans le passé, voilà, ici il y a des énergies particulières, ok. Mais de plus en plus, je crois que la première pollution, c'est celle que l'homme a créée, c'est celle qu'on injecte dans le sol. C'est-à-dire tous ces courants parasites, plus bien sûr les champs électromagnétiques qu'on va avoir dans l'atmosphère. Mais je crois que le plus important, il est dans le sol, ce qui fait qu'on en parle très peu, puisqu'on ne le voit pas. C'est des courants qui n'ont pas d'odeur, pas de couleur, ne font pas de bruit. Donc en fait, pour l'instant, on les ignore, quoi. Alors qu'ils sont pleinement influents sur le vivant. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de lier ces trois géobiologies pour trouver quelque chose de cohérent et trouver des solutions durables. Alors, quels sont les différents champs d'application de la géobiologie en agriculture? Le métier évolue vraiment. Quand j'ai démarré il y a à peu près 25 ans, c'était que du curatif. C'est voilà, sonnette d'alarme, j'ai mes cochons qui se bouffent entre eux, j'ai des problèmes de qualité du lait, j'ai des mammites, j'ai la fécondité qui a chuté complètement sur le troupeau. Donc c'était répondre à ça, quoi. Aujourd'hui, c'est un panel qui est beaucoup plus large. C'est la prévention. Donc aujourd'hui, c'est la construction des bâtiments, l'implantation des salles de traite, des robots de traite. C'est-à-dire de faire en sorte que le bâtiment soit le mieux possible pour les animaux. Ça, c'est quelque chose qui est acquis vraiment dans le monde agricole. Les installateurs de robots de traite, pour eux, c'est capital aussi de faire bien ce boulot-là pour ne pas avoir de soucis derrière. Donc il y a de la prévention pas mal. Il y a de la prévention notamment sur les parcs éoliens. De plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y a certains parcs éoliens qui créent des soucis sur les troupeaux. Et donc les éleveurs, les éleveuses demandent que des géobiologues interviennent sur les parcs en amont de la construction pour positionner les éoliennes au bon endroit. On a la même chose aussi en prévention sur les antennes de téléphonie. C'est plus difficile parce que les opérateurs de téléphonie sont plus frileux là-dessus et puis ils ont moins besoin de terrain, de surface, donc ils peuvent trouver facilement un terrain sans que les éleveurs s'impliquent dans le projet, quoi. Donc il y a une grosse partie prévention. Il y a aussi une partie prévention maintenant des gens, des agriculteurs qui disent « j'ai pas de soucis, mais je veux faire le point. Est-ce que ça va chez moi? Comment ça évolue? Voilà, j'ai quelques projets à long terme de panneaux solaires, photovoltaïques sur mon bâtiment. Comment je prends ça en compte ?» Voilà. Et puis après, on a toujours, bien sûr, le curatif, malheureusement, où là, c'est les éleveurs qui appellent, ils me disent, voilà, depuis 6 mois, je ne comprends pas, les vaches, elles ne veulent plus rentrer en salle de traite, j'ai mes brebis, elles ne veulent plus boire, j'ai des problèmes sanitaires, des problèmes de fécondité, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc la géobiologie, c'est un peu tout ce champ-là, quoi. Et là, il y a une demande qui se fait qui commence à s'ouvrir depuis 2 ans, c'est le végétal. C'est-à-dire que pour l'instant, en agricole, c'était quasiment que l'animal qui était, où il y avait des questions à se poser sur la géobiologie. Mis à part dans les vignes, c'est un domaine où les vignerons
aussi utilisés à la géobiologie. Et là, les céréaliers, les maraîchers commencent à se poser des questions, quoi. Alors il y a moins de soucis techniques parce qu'il y a moins d'électricité qui va passer dans les parcelles, mais il y a d'autres questions qui se posent sur des plans plus subtils. Comment on peut dynamiser une parcelle pour que les légumes, pour que la céréale, pour que la vigne se porte mieux. Donc ça, c'est un champ qui commence à s'ouvrir depuis 2-3 ans. Ça fait un son sonore, hein. Ouais. Il est en chaleur. Eh bien, la plus grosse problématique qui nous est arrivée a commencé en 1998, alors qu'on ne le savait pas. Enfin, on ne le savait pas. On a bien vu des choses venir, mais on ne connaissait pas les origines. On a mis beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qui se passait. On a cherché, puis en fait, on a réussi à mettre le doigt dessus, je crois que c'est en 2004. Quelque chose comme ça, c'est 5, 6, 7 ans plus tard. Et en fait, c'est dégradé au fur et à mesure, une situation qu'on ne maîtrisait pas. Donc avant les années 98, en fait, pour situer en fait les choses, hein, pour bien comprendre tout de même, je vous donner un critère qui est le pourcentage de réussite en première insémination. Les vaches, à l'époque, on n'avait pas de taureau, on n'avait que l'insémination artificielle. Et on était à 78% de réussite en première IA. Dans 78% des cas, elle était pleine du premier coup. C'est le rêve pour tout éleveur, hein, parce que ça veut dire que ça fonctionne direct. En fait, l'inséminateur, il me dit, mais là, Dominique, là, vous êtes les coqs de l'URCO. L'URCO, c'est un centre d'insémination d'Ille-et-Vilaine, donc on était les meilleurs, en fait. Et je dis, bah oui, bon, ça roule, enfin bref, voilà, ça marche, quoi, on était contents, quoi. Et en fait, et après, jusque dans les années 2004, là, on est descendu à 25%. En fait, 25%, c'est à peu près la moyenne de l'élevage national. On peut se dire rien de grave, mais enfin quand même, on venait de 78%, on se dit, ben là, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Je parle de l'assimilation, enfin de la reproduction, parce que c'est souvent un des critères qui est le plus sensible, on va dire, sur la santé animale. Hein, c'est quelque chose qui est fort en fait. Hein. Et donc quand c'est descendu à 25%, ça veut dire que il y avait plus qu'un quart des vaches qui retenaient du premier coup. C'est-à-dire qu'après, il fallait revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois pour qu'elles soient pleines. Donc du coup, on perd du temps. Le temps entre le vélage et la saillie fécondante devient de plus en plus long. Et donc du coup, l'économie de l'élevage, elle devient critique parce que la vache, elle devient tarie et puis que elle est pleine que de 3 mois. Et enfin bref, c'est un cercle vicieux qui fait que l'élevage, il plonge, quoi, hein, tout simplement. Sur le plan économique, ça plonge. Donc c'est un critère vraiment important, celui-là. Donc du coup, ensuite, on s'est dit, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. On a pris un taureau, on est monté à 45-50%, c'était un petit peu mieux, ce qui correspond grosso modo à ce que fait de mieux un taureau par rapport à l'insémination artificielle. Hein. C'est admis que c'est grosso modo 15 à 20% de mieux, mais c'était encore pas la panacée, quoi. Et en fait, on s'est aperçu de ça grâce à Luc Leroy, qui est géobiologue, et qui lui, on avait invité plein de fois chez nous, dans toutes les communes environnantes, pour parler d'un projet de ligne à haute tension qui allait se faire sur les communes avoisinantes. Et à l'écouter, je dis, il faut que je l'écoute quand même, parce qu'on le fait venir, il faut bien l'écouter un petit peu quand même, pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Et il s'est dit, enfin il a dit dans toutes les assemblées, qu'il y avait aggravation dans les élevages des symptômes, souvent au moment des solstices. Le solstice, c'est quand le solstice déjà? Oui, solstice, c'est ça, c'est 21 juin, 21 décembre. Donc, évidemment, c'est pas le 21 juin, mais c'est autour du pic de l'été et autour du pic de l'hiver. Et là, il y a aggravation notamment des leucocytes. Leucocytes, c'est les globules blancs qui sont dans un organisme, qui font que s'ils se développent à outrance, il y a inflammation de l'organisme qui fait que il y a souvent un problème, que ce soit mammite, que ce soit métrite, inflammation des pieds, que sais-je. Et donc du coup, en revenant moi le soir après ces réunions, je regarde tous mes papiers, hop, top, 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 top. Depuis 10 ans, je dis mais c'est pas vrai. Forcément, il y avait quelque chose. Aussitôt, je rappelle Luc, j'ai dit viens voir chez nous, il y a, je sais pas ce qu'il y a, mais il se semble que ça correspond. Donc nous, on était dans une galère quand même, parce que dans cette galère-là, il y avait forcément les leucocytes qui montaient, donc risque d'arrêt de collecte, hein, que
si j'en parle, s'il y a des éleveurs qui écoutent ça, ils connaissent ces histoires, parce qu'on dépasse les 400 000 cellules, etc., le seuil étant 250 000 cellules par millilitre de lait, eh bien oui, effectivement, il y avait bien quelque chose. Et il a mis en évidence qu'il y avait une antenne de portable qui était mise en place en 97 à 400 mètres de la ferme. Et ça collait complètement à ce que nous, on a pu observer depuis ces années-là, et où on a vu le troupeau fléchir. Alors voir son troupeau fléchir, bah oui, mais enfin vu de l'extérieur, oui, mais il ne sait pas travailler, c'est pas un bon éleveur, voilà, il ne sait pas faire, enfin bref, c'est tous les discours qu'on peut entendre de l'extérieur, des techniciens, voire des voisins, voire des anciens paysans, voire que sais-je, parce qu'on peut toujours incriminer facilement de l'extérieur le paysan qui n'y arrive pas. Toujours plus facile de dire ça. Hein, mais si on se met à sa place et si on regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on ferait nous vraiment? Et ça, c'est une réelle question qu'il faut se poser, quoi. Et effectivement, mais nous, pendant ces années-là, on a revu l'alimentation, on a revu la salle de traite, on a revu sur un plan technique tout ce qui nous semblait important de revoir pour essayer de mettre au mieux tous les critères techniques pour dire, ben voilà, on remet ça en place et on s'y arc-bute, quoi. Et en fait, t'as beau y faire quelque chose et en fait, c'est comme si tu faisais rien. Et c'est là que Luc, avec les géobiologues, nous ont permis de mettre en éveil qu'effectivement, et là il y a un impact fort. Pour que vous compreniez bien, on en est arrivé à s'habituer en salle de traite à avoir, allez, les 3/4 des vaches qui bougent et des coups de patte sans cesse dans la salle de traite. Tu es venu voir, hein, hier soir ou avant-hier, il n'y a pas une bouse, il n'y a pas un coup de patte, c'est adorable, c'est un calme, hormis le taureau qui braille sans arrêt parce qu'il va une vache en chaleur, mais bon voilà, mais hormis ça, les vaches, même avec cette pression du taureau qui braille tout le temps, les vaches ne bougent pas, c'est un vrai plaisir, on peut traire en blouse blanche. Et ça, oh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Pourquoi aujourd'hui j'arrive à traire en blouse blanche et pas hier, quoi? Et que je pouvais le faire avant-hier? Il y a bien un souci quand même qui s'est passé, tu vois. C'est juste un constat d'ambiance, on pourrait dire. Et c'est important de prendre en considération ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le taux de réussite en première, non pas insémination, parce qu'il n'y a plus d'insémination, mais qui est en première saillie, ben on est autour de 80%. Ce qui veut dire qu'on retrouve nos critères techniques d'avant, en fait, qui sont plutôt des bons critères techniques, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut se permettre, y compris en agriculture biologique, de grouper nos vélages et d'avoir des vélages de printemps tout ensemble. Qui fait que ben, on est 2 mois sans traire en janvier-février, qui nous donne un réel repos pour les vaches et pour l'éleveur. C'est grâce à cette santé des vaches qu'on voit aujourd'hui par la réussite à la saillie qui fait qu'on peut se permettre ça. C'est important de piger ça parce que, en fait, ce sont, je ne vais absolument pas appuyer sur des critères qui sont forts, hein, sur le plan santé animale, qui fait que on ne peut pas mettre en doute en fait toujours les éleveurs. Hein. Et aujourd'hui, le taux de leucocytes est à son plus normal. On est peut-être à 100 000, 150 000 leucocytes par millilitre sur l'ensemble de l'année, qui fait que voilà, RAS, quoi, tout va bien et que il y a peut-être une vache ou deux qui déconne, mais c'est pas une vache ou deux qui déconne qui fait que c'est l'ensemble du troupeau. Et or avant, c'était vraiment l'ensemble du troupeau qui va pas, quoi. Et donc c'est bien, dans ces histoires-là, c'est bien l'ensemble qu'il faut voir. Aujourd'hui, pareil, on a à peu près moitié mâle, moitié femelle. Dans les années noires, on n'avait plus que 25% de femelles. Tu dis, mais est-ce que moi, je suis responsable du fait qu'il y ait 25% de femelles de naissance dans mon troupeau, par an? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, quand tu accumules ces histoires-là, tu dis, ah, peut-être oui. Il faut voir un impact fort de ces antennes sur l'élevage. En fait, donc du coup, sur le revenu de l'agriculteur, sur l'ambiance, sur l'homme aussi. Hein, l'homme forcément est impacté lui aussi parce que il faut avoir un petit peu de, comment dire, de volonté, de poignée pour relever des défis comme ça, quoi. Je connais de nombre d'éleveurs qui sont dans ces situations-là et je le sais qu'il faut une poigne d'enfer pour résister à ça, quoi. Et que pour relever des situations pareilles, c'est pas rien. En fait, on ne peut pas blâmer les éleveurs. Hein. Un dernier point sur ces histoires d'antennes de portable et puis de lien avec la ligne THT, parce que dans ces années-là, quand j'ai pris conscience de ce que c'était avec notre géobiologue Luc, j'ai appelé l'opérateur à Rennes pour lui faire part de ce que je viens de vous faire part ici,
tout simplement. Dire là, il y a un problème, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on déplace l'antenne ou est-ce qu'on déplace la ferme? C'est qui est venu avant? Enfin, comment on fait ces histoires? Comment on règle ça, hein? Il a bien entendu tout ce que je lui ai dit. Il m'a dit, monsieur, c'est pas à cause de nous. Vous devez sûrement être à côté d'une ligne haute tension. Ce qui veut donc bien dire qu'ils connaissent les problèmes. Et que les problèmes de ligne de tension sont des problèmes similaires qui font que, alors ils sont plus ou moins durs à régler et à gérer, hein, je suis bien d'accord, mais les problèmes sont de même ordre et ils les connaissent en fait. Et c'est ça qui est dommageable en fait dans cette histoire, quoi. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Et quand on voit aujourd'hui la multiplication des antennes qui s'opposent aujourd'hui en France, et peut-être bien en Europe, hein, parce que je ne sais pas dans les autres pays, c'est si simple de poser une antenne dans un territoire où elle impactera au moins qu'elle puisse avec l'appui des géobiologues. C'est très simple à faire, ça va coûter 500 balles ou 1000 balles à la téléphonie, quoi. C'est que dalle. Et ça va soulager nombre d'éleveurs, quoi. Il faut prendre conscience de ça, que c'est peu de choses en fait à mettre en œuvre. Et même s'il fallait qu'ils déplacent les pylônes, en fait ce ne serait pas la mort du tout. C'est vraiment peu de choses à mettre en place. Et ça soulagerait bon nombre d'éleveurs et sans doute aussi d'habitants. Parce qu'on parle élevage, mais on peut aussi parler des humains dans ces histoires-là. De la même manière, ils sont impactés, on le voit moins parce que dans l'élevage, on peut compter. Hein, on ne va pas dire le nombre, pardon, excusez-moi, d'insémination fécondante chez les femmes, mais on pourrait en parler aussi, hein, ça en fait partie, bien sûr, tout à fait. Mais on va envoyer la tête. Tu commences tout. Ok. Oui, chef. Faut manger, hein. Alors, est-ce que les phénomènes géobiologiques influent le monde microbien, quoi? Dans l'état d'aujourd'hui, avec mes collègues, comme on travaille principalement en élevage, on a des résultats sur l'élevage, les taux de fécondité, de mortalité, les croissances, etc. Mais sur le monde microbien, on n'a pas fait de mesure. On n'a pas eu de suivi technique de recherche sur la vie microbienne. Par contre, dans les fermes, on se rend compte que le monde microbien va influencer l'élevage. Donc l'hypothèse, c'est que c'est le monde microbien qui est touché en premier sur les élevages. C'est-à-dire que comme la reproduction du monde microbien est très rapide, dès qu'il y a une perturbation, le monde microbien peut se développer, ou dans le mauvais sens. On va développer plutôt des pathogènes. Donc on le voit sur les faux salisiers, notamment une chose qui est connue en élevage, que ce soit porcin ou bovin, c'est des faux salisiers qui durcissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie microbienne, il y a un durcissement de la matière, et c'est un souci pour les éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus récupérer leur lisier facilement parce que ça durcit dans les fosses. Donc leur grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rendu compte, quand on résolve les problèmes électriques et de géobiologie, rapidement, ça demande quelques minutes, on commence à avoir des bulles qui se font dans les lisiers. Donc on imagine qu'il y a un phénomène soit chimique qui se déclenche, soit un phénomène microbien qui se met en route. Et au bout de quelques jours, on se rend compte qu'il y a des faux salisiers qui sont devenus liquides avec très peu d'odeur, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un lien. On voit un lien aussi fortement sur les aires de circulation des bovins, notamment en vaches laitières, où il y a des racleurs pour enlever les bouses. Et ces racleurs, quand ils portent des courants parasites, ces courants parasites vont circuler sur les bétons, qui sont humides par le lisier. Donc le lisier est très conducteur, donc le lisier va conduire ces courants parasites. Et on se rend compte que c'est des troupeaux, quand il y a ces courants parasites, les animaux ont des gros problèmes aux pattes, des dermatites, des inflammations dans les pieds. Ça veut dire qu'il y a une vie microbienne qui est perturbée puisqu'ils n'arrivent pas à soigner, quoi. Ils ont beau traiter, soigner, nettoyer, assécher les pieds, il y a toujours des problèmes. Et on s'est rendu compte, quand on enlevait ces courants parasites, on avait un taux de pathologie bien moins important.
Donc ça, c'est la deuxième grande chose qu'on observe. Troisième chose, c'est notamment sur des cuves de méthanisation, où on se rend compte, quand on intervient en géobiologie, très rapidement, on a une montée en production. Ou s'il y a un problème électrique qui est arrivé, on a une chute de production de gaz dans les métaux. Donc ça veut dire que la vie microbienne, elle est très vite influencée par ces phénomènes-là. Voilà. Donc pour moi, je pense que la vie microbienne, elle est tout de suite influencée beaucoup plus rapidement que les animaux eux-mêmes. Mais de fil en aiguille, comme l'animal il porte énormément de vie microbienne, notamment en vache laitière, c'est la panse, c'est un gros tonneau de fermentation. Donc en fait, on va avoir un lien très direct. Et ça, on le voit beaucoup sur les petits veaux qui naissent. Quand ils sont sur un lieu perturbé, déjà ils sont fragilisés eux-mêmes, mais ils vont développer vite des pathologies de diarrhée, d'immunité très rapidement. Donc ça veut dire que le monde microbien, il est perturbé puisque le veau, il n'a pas tout en vie microbienne, il va très vite développer sa vie microbienne dans les premiers jours. Donc si le lieu il est en pathologie de ce côté-là, c'est une catastrophe, quoi. Et il y a beaucoup d'éleveurs qui ont des problèmes de mortalité sur les tout jeunes veaux, quoi. Donc chez Dominique Fourmont, c'est un exemple qui est intéressant dans le sens où... Alors Dominique m'a appelé pour des problèmes curatifs, hein. Il avait des soucis, mais on s'est rencontrés au départ pour travailler sur une ligne très haute tension qui passe sur sa commune et d'autres communes voisines, donc c'était en lien avec ça. Et c'est là qu'il m'a dit, mais moi j'ai des problèmes sur ma ferme depuis je ne sais plus combien d'années, ça fait 3, 4, 5 ans, j'ai des problèmes sur ma ferme, j'arrive pas à les résoudre, quoi. Il avait notamment des problèmes de qualité du lait, il avait des problèmes, notamment il y avait une invasion de pigeons, il y avait une invasion de rats, de souris, ses enfants avaient des poux qu'ils n'arrivaient pas à traiter, c'était un peu la panique, quoi. Et c'est quelqu'un qui travaillait en biodynamie et il me disait, mais je comprends pas, mes préparations en biodynamie, ils sont pas bons, quoi. Ça sent pas très bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il avait des problèmes de compost, donc ça veut dire que la vie microbienne était complètement touchée chez lui. Alors que c'est une ferme en bio, en biodynamie, ça aurait dû être le contraire, quoi. Et en fait, la ferme partait un petit peu en difficulté. Donc ils m'ont appelé, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait comme problème. Et il y avait un souci aussi qui m'a dit qu'après, c'est qu'il avait un taux de naissance de veaux mâles ou veaux femelles qui était complètement disharmonieux. Normalement, c'est 50% mâle, 50% femelle. Et lui, il était passé, quand lui et elle, parce qu'Odette est complètement impliquée sur la ferme, à 80% de mâle, je crois. Sur plusieurs années. Quand c'est une année, on dit ok, il y a un problème minéral, ou c'est le contexte, c'est le hasard. Mais là, quand ça fait plusieurs années que c'est comme ça, et en fait, en faisant de la géobiologie, on a repéré plusieurs choses chez eux, et notamment une faille géologique, une cassure de sous-sol qui passe sur la ferme, mais qui n'était pas gênant, puisque avant ça marchait très bien, quoi. En fait, ce qui se passe en géobiologie, c'est dès qu'on a une faille ou un passage d'eau en sol, dès qu'on l'active par un courant électrique ou une information particulière, et notamment là, c'était lié à une antenne de téléphonie qui est à 400 ou 500 mètres de chez eux, qu'on ne voit pas de la ferme puisqu'elle est derrière un bois, donc on ne la voyait pas, moi je ne la voyais pas, et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui perturbait. Donc ça a créé ce qu'on appelle un champ de torsion, un champ informationnel sur toute la ferme, qui a complètement déstabilisé le lieu. En plus, on avait des courants parasites électriques, des fuites de courant, comme la plupart des fermes, hein, qu'on a résolues, plus un travail autour de l'antenne pour modifier ce champ informationnel pour que ça revienne, quoi. Et c'est vrai que rapidement, c'est revenu dans les rangs et ça a été génial, quoi. 5-6 ans après, il m'a rappelé parce que ça recommençait. Donc effectivement, on est retourné autour de l'antenne pour mettre des dispositifs. On fait de l'acupuncture, hein, l'acupuncture terrestre, parce qu'en fait les antennes évoluent. On était à la 2G, la 3G, là on est passé à la 4G, et puis il y aura bientôt la 5G. Donc souvent, quand il y a des interventions sur les antennes, on modifie des choses subtiles, ce qu'on appelle les champs informationnels. Donc des fois, il faut réintervenir. Donc sûrement sur cette ferme, on a touché des phénomènes de bactériaux très importants. Ça, c'est clair. Donc là, on prouve encore qu'une infrastructure extérieure à la ferme peut avoir une incidence colossale sur la ferme, via la vie microbienne perturbée, qui va d'abord perturber le compost, qui va perturber les fumiers, qui va perturber les animaux, et puis c'est une chaîne sans fin, quoi. Voilà. Donc après, c'est bien revenu, hein, ça a fonctionné très bien après.
Voilà, puis après lui, il a aussi fait ce qu'il avait à faire chez lui, hein, travaillait bien comme agriculteur, mais ça, il le faisait déjà avant, quoi. Allez, c'est là-bas. Donc dans ces choix qu'on a dû faire, nous, dans les années 2000, parce qu'on voyait bien que ça tournait pas rond, on avait l'intention de transformer en fromage la production laitière, parce que on n'a que 25 vaches, donc c'est pas une grosse production, ça coulait de source en fait, un petit peu dans l'histoire. Et en fait, on s'est dit non. On s'est dit non parce que la qualité laitière n'était pas bonne, parce qu'on a fait des analyses, bon, certes, des analyses classiques avec les leucocytes, etc., mais aussi des analyses en microbiologie, hein, avec Bernard Berthet, qui est un laborantin, hein, qui est de Haute-Savoie, qui connaît bien, parce que lui, il suit beaucoup de fromageries et de salaisonneries en Haute-Savoie, et puis dans le Jura, et enfin tout l'Est de la France là-bas, et il a une réputation forte. Hein, c'est vraiment un homme de terrain qui connaît bien, qui sait qu'est-ce qu'il faut, quoi. Et là, il disait bien que le lait, ils ne sont pas corrects. Vous n'y arriverez pas, en fait. Si, on peut y arriver, effectivement, en pasteurisant, en ramenant énormément de ferments, mais c'était sans doute prendre beaucoup de risques. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des légumes. Bon, certes, on aime bien les légumes, et certes aussi, on avait pris conscience qu'en donnant des carottes aux vaches qui allaient véler, ça augmentait la santé des petits veaux. On s'est dit, on va faire des carottes. Et puis après tout, si les gens ne veulent pas les acheter, on va les donner aux vaches. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Hein. Et on s'est lancé avec 80 arts de carottes. C'était un petit peu inconscient, mais en fait, ça a plu beaucoup aux gens et aux consommateurs. Ça a plu aussi à nos animaux, quoi, parce qu'on avait des surplus. Et voilà, enfin, on a réussi à faire les liens comme ça en fait, entre les carottes, les animaux, la terre, le compostage. C'est comme ça que petit à petit on a compris qu'effectivement si on avait des beaux légumes, alors on aurait quelque chose de mieux derrière et des belles bouses, etc., quoi. Donc les composts, c'est la même chose. Dans ces mêmes années-là, le compost, parce qu'on a toujours composté ici sur la ferme, le compost dans ces années-là, je le sortais, je le passais dans l'épandeur, il prenait feu. J'exagère quand je dis il prenait feu, mais il montait en température à plus de 70 degrés. Grosse montée de température, donc après rechute très vite, et dans la rechute très vite, donc moisissure, tout blanc, tout simple, et après la moisissure blanche, beurre noir. Beurre noir, c'est de la merde, en fait, hein, pour dire grosso modo. Beurre noir, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très collant, qui est très pâteux, qui est froid, humide, donc en microbiologie, c'est bourré d'anaérobie, c'est bourré de coliformes, il n'y a plus du tout de lactobacilles, c'est poubelle. Tout simplement poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est très dangereux, alors qu'il n'a que 2 mois de compostage. Et là, walou, parce que si tu le mets au bout de 2 mois, tu amènes véritablement de très mauvaises bactéries dans ton sol, et donc tu vas ensemencer ton sol, sur quelque chose qui devient irréversible au bout d'un certain temps. Et là, on va faire appel à tous les insectes qui existent sur la Terre pour dégrader cette matière, donc les tipules, donc les taupins, etc. Enfin, les meilleurs, je vous en passe. Et donc ils vont impacter vos cultures, et c'est mauvais. D'où la mosaïque que je vous ai parlé tout à l'heure sur les courges. Ça vient de là. Et en fait, donc c'est poubelle. Et pour que ça, tu peux le remettre un jour, tu peux attendre 3 ans, 4 ans. Je vous raconte l'expérience. Allez, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Sur un des composts comme ça, que je me souviens très bien, je dis, mais celui-là, il est mort, il vaut rien. Je le ramène dans un bas-fond. Un bas-fond, c'est dans un champ où il y a beaucoup de chênes, une clairière, c'est très joli. Hein, et je dis, je le mets là, et puis on verra ce qui se passera. Je le mets, je l'épand là, et puis on va y mettre les plantes, hein, des préparations qui sont là, le pissenlit, pour me donner bonne conscience. Hein, et je le laisse. Tranquille, je fais ça bien, mais mieux que je peux, je laisse tranquille. L'année d'après, est poussé dessus plein de chênes. Normal, il y a plein de chênes dans cet endroit, logique. Ah ça c'est formidable, plein de chênes qui poussent là-dedans. Je dis, c'est bien, cool. Je dis, mon compost en fait il est plutôt pas mal, il est pas mort. Oui, ma cache, oui. Le printemps suivant, tous les chênes sont morts. Là tu réfléchis un peu, tu dis, ah oui, quand même à ce point-là. Et du coup j'arrache les chênes et je regarde. Et en fait les chênes, ils n'avaient pas, normalement un chêne, quand tu le prends, il a sa tige. Puis en dessous de la tige, tu as une racine qui est bien droite, hein, qui pousse normal quoi. Et bien là en fait la racine, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas dans le compost, elle allait sur la surface du compost.
là où c'était le moins mauvais. Parce qu'en dessous, c'était de la merde. En fait, c'était le fameux beurre noir que je vous ai parlé, la fameuse anaérobiose totale, quoi. Eh bien, même avec ça, en restant sur le pourtour, sur la peau du compost, on pourrait dire, eh bien, ils ont tous crevé. Ah, ça cale, hein, ça veut dire que, si tu réfléchis un petit peu, ça veut dire que ce compost-là, si tu le mets pour mettre sur des pommes de terre, eh ben, ça va pas être cool pour les patates, hein, ça c'est sûr. L'année d'après, ce qui s'est passé, qui était formidable, que je regarde, ce compost, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Du sureau. Mais pas un ou deux, c'était autant de sureau qu'il y avait de chênes. C'est-à-dire, on pourrait dire des milliers. C'est un tas qui devait faire 20 mètres de long, quoi. Des milliers de sureaux, ben, je te dis ça alors. Sureau, c'est quoi cet arbre? Qu'est-ce que ça veut dire, cet arbre-là? Le sureau, très bien, on le regarde, se passe l'été, eh bien le sureau est resté. Le sureau a mis ses racines dedans et il a décomposé l'histoire. Et il est resté, et je pense que si on y va encore aujourd'hui, donc 15 ans après, il y a encore du sureau aujourd'hui. Ça fait réfléchir. C'est d'autant plus intéressant que sur la ferme, donc sur la ferme, je veux dire autour des bâtiments, au niveau des bâtiments, dans la ferme, j'ai toujours voulu laisser pousser volontairement les arbres qui venaient s'y installer spontanément. Et il se trouve que là où il y a une faille géologique sur la ferme, les sureaux poussent. Dans la pierre, dans le béton, ils lèvent tout seuls, ils poussent là. Et ils suivent la faille. Et un géobiologue qui arrive là, il peut suivre la faille, comme moi je suis la faille avec mes sureaux. Pareil. Et en fait, le sureau, il pousse sur l'eau. C'est ça que ça veut dire. Et il est capable de pousser sur de l'eau croupie, sur de l'eau macabre, sur de l'eau qui n'est pas bonne en fait. Et c'est ça qui se passe en fait. Et lui, il réorganise, il harmonise, il réoriente. Et il est capable, effectivement, à lui seul, je pense, de tirer profit de ce lieu-là pour réharmoniser l'ensemble. Et je pense que c'est lui, aujourd'hui, le géobiologue sur ma ferme. C'est le sureau. Ça, c'est valable. C'est là qu'on se dit qu'effectivement, il y a des liens forts qui nous sont donnés, en fait, si on prend soin de regarder simplement ce qui se passe. Et les plantes nous aident, en fait, à ça. Hein, le sureau, un exemple, mais qui est formidable, en fait, qui nous donne une lecture extraordinaire de la microbiologie, qui se passe jusqu'aux failles. Et tu dis là, oh, comment que c'est possible? Le sureau est considéré comme sacré par certaines peuplades indigènes. Ben oui, je veux bien croire qu'il soit sacré, effectivement, dans ce sens où, ben, s'il pousse là, c'est qu'il a à faire quelque chose. Et que lui seul est capable de réorganiser ce lieu-là. Parce qu'on peut avoir des failles géologiques, sans qu'il y ait de perturbateurs qui viennent d'ailleurs, hein, style une antenne ou une ligne haute tension. Hein, et la faille peut être là et peut aussi amener des mauvaises choses dans un élevage. Mais effectivement, si tu rajoutes un courant électrique là-dedans, alors c'est terrible, c'est catastrophique. C'est ce qui s'est passé chez nous, hein, dans cette histoire. Et le sureau, lui, combat, effectivement, avec l'aide des géobios. Hein, les géobiologues dans cette histoire ont été des pompiers pour m'aider à remettre de l'ordre dans cette faille, dans mon élevage, hein, pour atténuer, on va dire, remettre de la sagesse. Hein, et après, petit à petit, nous, on a travaillé. Ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier et de rebosser derrière, quoi. Hein. Une fois que les vaches aillent un petit peu mieux, se rehaussent la tête, remonte la tête, c'est vraiment ça, hein, un signe chez Opsalim dans le, comment dire, ou un signe de lecture du vivant, notamment avec l'animal, le bovin, hein, c'est quand on voit sa tête qui courbe comme ça quand elle rumine, bah, c'est un signe de pas bonne santé, quoi. Quand tu la vois, comme nous d'ailleurs, quand on rehausse la tête, ah bah oui, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a l'air d'être plutôt bien. En fait, simple. Tu vois, c'est la même chose, en fait. Tu vois. Et le sureau aide à ça. En fait, il monte l'histoire. Il sort d'en bas, en fait, tout ce qui est de mauvais ou de pas bon, et il le monte dans ses fleurs, dans ses fruits, dans ses feuilles. Formidable, n'est-ce pas? Dans toutes les analyses qu'on a pu faire avec Bernard, on voit bien qu'il y a le monde lactique, qui on pourrait dire grosso modo les bons microbes, ceux qui vont nous aider en fait, hein, qui sont les lactobacilles, les lactocoques, ceux-là qui sont à même vraiment d'amener la vie au maximum.
hein, ou à l'optimum, on pourrait dire quoi. Et notamment dans ces deux-là, c'est sans doute le lactobacille qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Bernard nous enseigne ça, en fait. Il voit bien, lui, au fur et à mesure des analyses, dans le temps qui passe, que ces lactobacilles baissent, hein, dans toutes les analyses qu'il a faites sur l'ensemble des élevages français. L'autre point qui est fort, c'est tout ce qui est les bactéries indésirables, ou la flore indésirée qu'il appelle, hein, qui sont ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, les coliformes, les anaérobies, les levures, les moisissures, les entérocoques, hein, ceux-là qui sont là de toute façon, avec qui on vit de toute façon. Ils n'ont pas à ne pas être annihilés, mais on en a besoin aussi, parce que dans un compost par exemple, on a à la fois une flore qui est des deux mondes en fait, hein, et on a bien un va-et-vient entre une fermentation aérobie et une fermentation anaérobie. Il faut les deux pour faire le bon compost de toute façon. Et puis le troisième pôle qui est plus grave, donc, qui sont les pathogènes, qui sont le staphylocoque doré, Escherichia coli, les salmonelles, et il doit y avoir Clostridia perfringens. Pardon. Et il y en a un dans ceux-là qui est vraiment emmerdant, qu'on retrouve partout avec ces histoires d'antennes de portable ou de lignes THT, c'est le fameux staphylocoque doré. Lui, il revient. Donc, il faut prendre conscience que dans une des pathologies qu'on voyait souvent sur nos animaux, c'était des figues qui viennent soit sous le bas-ventre des vaches, ou soit derrière les antérieurs, ou vraiment un petit peu plus haut. Les figues, c'est une psychose, on appelle ça en termes vétérinaires, c'est un terme grec, hein, psychose ça veut dire figue, et en fait c'est une excroissance, c'est un petit peu comme une grosse verrue, mais qui peut être gros comme ce que je vous montre là, hein. Ça peut être gros comme 2 points réformés ou comme 1 point, et c'est non seulement une excroissance, mais à l'intérieur, eh bien, il y a du pus qui se forme, et le staph, là-dedans, staphylocoque doré, il vient à fond. Là, il se développe, il est à son aise. Mais comme il peut se développer à l'intérieur d'une mamite ou à l'intérieur d'une métrite, de la même manière. Et lui, vous le savez bien comme moi, il est difficile à combattre. Et les hôpitaux aussi le savent. Parce que c'est une batterie d'antibiotiques qui est forte à amener, et puis on a souvent des échecs. Et on sait bien que c'est une ambiance globale d'alimentation, de bien-être qui va faire que lui, il va diminuer. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fortifie l'organisme, notamment avec ces fameux, ce qu'on a dans le haut du tableau, lactobacilles et lactocoques, qui eux vont nous aider effectivement à abaisser le niveau des staphylocoques dorés. C'est comme ça qu'on va y arriver. On peut lutter contre le staph, mais si on n'aide pas effectivement dans le haut de l'échelle le lactobacille, alors on ne va pas y arriver. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'équilibre microbien. Et dans l'élevage, c'est ça qu'on veut aider. Et un des points clés de l'amélioration, c'est le compost. C'est lui qui va nous aider à faire ça, en fait, à vraiment diminuer effectivement ce staphylocoque doré en augmentant ces fameux lactobacilles. Et les retournements y aident à ça. Le retournement du compost, c'est de l'oxygénation. Hein, l'oxygène est un point important parce qu'en s'alliant avec l'azote, c'est deux éléments qui sont très forts. C'est ce qui nous permet de faire toutes ces fameuses chaînes carbonées, hein, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre. Hein, toutes ces chaînes carbonées soufrées là, grâce avec ces micro-organismes, nous permet d'aller vers l'humification. Et l'humification, elle est formidable parce que il y a sans doute autant de chaînes carbonées qui existent dans un tas de compost que d'humains qu'il y a sur Terre. Dans le sens, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes leurs particularités. Et c'est cette diversité qui fait qu'on va enrichir effectivement le sol. Et c'est là qu'on va y arriver en fait à ramener quelque chose qui soit vivant pour nos plantes. Et ensuite de les aider en fait à leur donner tout le potentiel qu'elles ont en elles pour produire une belle courgette ou pour produire une belle carotte, y compris dans les conditions climatiques difficiles. Quand je dis difficile, parce que c'est trop sec, ou trop humide, ou trop froid, ou trop que sais-je, hein, parce qu'on passe par tous les états bien sûr. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien. Donc du coup pour la vache, c'est la même chose. Si dans le cercle vertueux d'un bon compost qu'on amène sur la terre, on amène un fourrage qui a ces mêmes qualités bactériologiques, effectivement on va l'aider à faire un lait qui soit plus digeste aussi pour nous en tant que consommateurs, mais aussi pour faire une bouse qui soit plus cohérente en fait, et qui soit plus digestible dans le sol. Parce que chaque bouse qui est posée sur terre dans la pâture, à elle seule c'est un compostage. Toute seule en fait.
tu comprends ça, tu dis bah oui, et après il y a des insectes qui viennent la décomposer. Et à chaque fois, moi, que je vois des belles petites mouches qui sont toutes jaunes, toutes oranges là, eh bien ces petites mouches oranges là que je vois aujourd'hui, qui sont par milliers sur ces bouses, mais c'est énorme, parce que dans les années noires, je n'en les voyais plus. Et là tu te dis, c'est à ce point-là. Alors que là, je les vois toute l'année. Tu dis, ah, jusqu'à ce point-là, jusqu'à l'insecte en fait, jusqu'à l'insecte volant. Eh ben oui, bien sûr, il y a un lien entre tous ces mondes-là, forcément. Donc si aujourd'hui je fais une analyse effectivement du compost, hein, on le voit bien avec Bernard, hein, donc les lactobacilles reviennent dans le compost. C'est veut dire qu'il y a des choses qui se passent, qui sont témoins, un autre témoin on va dire, hein, de la vie que je vois moi des insectes ou des plantes qui se développent sur la ferme, bien sûr. Ce que nous amène Bernard, c'est une lecture de laboratoire, tout simplement, qui lui permet de rassurer, on va dire, l'éleveur, quoi, hein, ou de rassurer le monde scientifique qu'on est aujourd'hui. Et pourquoi pas, c'est très bien. On a besoin aussi de cela pour avancer, parce que ça nous permet de conforter un petit peu ce qui nous semble bien. Et puis on se dit, ah oui, est-ce que c'est pas une vue de l'esprit, ces histoires-là? Mais pas que, non. C'est un chemin qui existe et qui, par diverses méthodes d'analyse, on voit, tout simplement. Comme nous, en tant qu'êtres humains, on peut voir, sentir, goûter, toucher, bien sûr, eh bien, faisons confiance à nos sens, parce qu'ils sont là aussi et ils nous permettent, on sent bien qu'on tend vers quelque chose qui paraît plus sain. Eh bien oui, c'est la même chose. Effectivement, goûter le lait d'hier ou goûter le lait d'aujourd'hui chez nous, il n'avait pas la même gueule, c'est sûr, c'est évident. Même au goût, on l'avait. Je pourrais dire que pareil sur des carottes, et on fait encore plein d'essais aujourd'hui hein, sur des carottes. On sème des carottes dans des conditions difficiles, par exemple, hein, de constellation, et dans des moments favorables, et on a des goûts qui sont très différents. Donc il y a bien un impact des mondes qui nous, comment dire, des mondes des planètes, des constellations, qui sont, qui vivent avec nous en fait, hein, tout simplement, quoi. Et quand on ose un petit peu les écouter et les goûter de cette manière-là, c'est un bel exemple, je trouve. Eh bien voilà, forcément là il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc si on fait que cultiver dans un monde où on fait pas attention, on n'est pas réveillé et on fait ça on dit, on fait aujourd'hui et puis tant pis. Ben non, on fait pas aujourd'hui et puis tant pis. En fait, on fait pas. On fait attention et si on fait ça en âme et conscience, alors oui, il va se passer des choses. Tu peux le redire? Passage de tisane de calendula, dynamisé quoi. On vient d'effeuiller les tomates et donc voilà, c'est pour aider les plants de tomates à cicatriser. Ok. Là, voilà, ça c'est bien, ça pousse dégueu. Moi je vais peut-être passer juste à droite là. Ça, je fais bien. L'évolution technique aujourd'hui évolue à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai démarré la géobiologie, c'était beaucoup plus facile. On réglait en une fois, deux fois les problèmes sur les fermes, parce qu'il y avait moins de pression électrique, il y avait moins de pression d'infrastructure, il y avait moins de téléphonie, il n'y avait pas les parcs éoliens, il y avait moins de consommation électrique, il y avait surtout beaucoup moins d'électronique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de robotisation dans les fermes. Il y avait beaucoup moins d'informatique, donc moins de ce que nous on appelle les courants des harmoniques, c'est-à-dire des fréquences aléatoires. Enedis nous livre du courant 50 Hz, donc c'est du courant qui fait 50 fois par seconde d'aller-retour, c'est notre consommation. Le souci, c'est que la plupart des technologies d'aujourd'hui utilisent soit de l'informatique, de l'électronique, donc on va modifier ces fréquences. On va passer sur des fréquences beaucoup plus hautes, on va être à 1000 Hz, 2000 Hz, 10 000 Hz, etc. pour que l'électronique puisse fonctionner. Donc il y a des transformateurs, il y a des variateurs de fréquences aussi qui vont modifier tout ça. Donc les pollutions qu'on envoie dans le sol, il y a 50-60 ans, c'était du 50 Hz. Aujourd'hui, les pollutions qu'on envoie dans le sol, c'est complètement un panel complètement aléatoire. Et ça, en 25 ans, ça a tout changé, quoi. Et c'est là le problème, c'est que ça évolue très vite. Donc les infrastructures, elles sont de haute technologie aujourd'hui, et donc il faut qu'on s'adapte très très vite. Et je pense que le monde microbien a
a plus le temps de s'adapter, quoi. Donc il va être perturbé, quoi. Et notamment le vivant, que ce soit les animaux ou les humains, on n'a pas le temps de s'adapter. Donc on part en pathologie rapidement, puisqu'il nous faudrait plusieurs générations pour s'adapter. Voilà. Mais on voit bien, là il y a des développements des parcs éoliens, ça va modifier des choses. Puisque l'éolienne, elle est très haute, elle va modifier les échanges entre la Terre et l'atmosphère au niveau électrique pur, hein, pur naturel. Hein. Le Soleil envoie des photons sur la Terre, il y a un échange avec le noyau terrestre, ben, l'éolienne va modifier ça. Alors en bien ou en pas bien, mais ça va modifier. Donc on ne sait pas ce qui se passe exactement. Une grosse expérience aujourd'hui, quand je dis on, c'est les géobiologues, il y a des structures de développement agricole qui ont fait de la recherche aussi sur la géobiologie, notamment les problèmes électriques sur l'élevage. Et là on a du résultat, donc on est crédible sur le résultat. On ne va pas expliquer exactement comment ça marche, pourquoi ça influence tellement ces troupeaux. Par contre là, il faudrait vraiment qu'on travaille sur le lien entre la géobiologie, les courants parasites et le monde microbien. Là aujourd'hui, je ne connais personne qui a travaillé là-dessus en tant que recherche, pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et là, il y a de quoi faire. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire le lien entre un parasite dans le sol, mettons de 50 Hz, quelle incidence il a sur le troupeau. Une hyperfréquence d'une antenne de téléphonie, on ne sait pas exactement comment ça joue. Parce que chaque lieu est différent, chaque troupeau est différent, il y a la génétique, il y a la conduite du troupeau. Donc en fait, on va évaluer une perturbation et en face, on a une conséquence. Mais comme le vivant, c'est multifactoriel, on n'arrive pas aujourd'hui à définir tel parasite crée telle pathologie. C'est un parasite va créer une perturbation sur le troupeau, ça peut être du comportement, ça peut être de la pathologie, ça peut être des problèmes de croissance, des problèmes de cannibalisme. On n'arrive pas à faire le lien, quoi. On sait que quand il y a un parasite géobiologique, ça crée un stress. Si on prend le cas de Dominique Fourmont, j'ai eu, aujourd'hui je ne sais pas combien il y en a eu, peut-être une dizaine de fermes où on a eu le même cas. C'est-à-dire que suite à l'implantation d'antennes de téléphonie, on a eu un taux de veaux mâles bien supérieur aux veaux femelles, quoi. Comment l'expliquer, on ne sait pas. Mais voilà, on a eu 10 cas. Par contre, il y a d'autres éleveurs qui ont eu un problème d'antenne de téléphonie, ça a été une autre conséquence. Voilà, la difficulté, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que ça crée un stress. Chez l'humain, c'est souvent ce que disent les gens, on ne dort pas bien, on est stressé, on a l'impression de ne pas se reposer. Donc la conséquence derrière, c'est la fatigue et puis tout ce qu'il y a derrière. Ce que je peux peut-être dire, peut-être chez l'animal et l'humain, peut-être ce qui est touché en premier, ce qu'on comprend un peu avec les vétérinaires, c'est que c'est les fonctions hormonales qui sont touchées peut-être en tout premier, quoi. Alors est-ce que c'est le monde microbien qui est touché en premier? Est-ce que c'est les fonctions hormonales? On voit bien que les animaux qui ont des mutations hormonales, notamment on appelle les vaches taries, c'est-à-dire les vaches qui arrivent en fin de lactation, qui vont bientôt mettre bas, c'est elles qui sont le plus touchées. Parce qu'on sent bien qu'il y a un mouvement hormonal pour préparer la production, le veau, et on sent que c'est ces animaux-là les plus fragiles. Un animal qui est en croisière, qui va produire son lait en permanence, ou des animaux, des taurillons par exemple, bah eux ils sont beaucoup moins touchés. Alors les moyens qu'on a pu mettre en œuvre pour remettre ça en route, ils ont été innombrables en fait. Je vais avoir du mal à tous les citer, parce qu'en fait c'est un petit peu ce que je viens de dire, dans le sens où c'est un ensemble de facteurs qui font que les uns mis au bout des autres fait que ça fonctionne. Je vous prends un exemple. Faire les foins aujourd'hui, si je les fauche en jour fleur, c'est formidable. Si je les fauche en jour feuille, ça va être catastrophique. J'ai en mémoire un exemple d'un foin que j'ai fauché en jour fleur, où on avait sur le tablier de la faucheuse plein de pollen. Mais du pollen formidable, à un point que je suis revenu le midi pour manger, et puis je reviens, il y avait les abeilles qui étaient tout arrivées là-dessus, là, puis elles repartaient chargées comme des vieux machins coucou, là, du mal à redémarrer. Et j'avais pas eu le temps de tout faucher, donc j'ai fauché le lendemain matin. C'était en feuilles. Eh ben, sur le tablier de la faucheuse, c'était pas du pollen, c'était que des limaces. Ah, ça laisse pantois quand même, hein.
Et tu te dis, là oui, effectivement, il faut qu'on fasse attention. Donc c'est un des moyens, voyez-vous, auxquels il faut faire attention. Il y a vraiment des choses qui sont fortes dans cette histoire. Un autre moyen qui a été très fort, effectivement, c'est la venue de Luc Leroy. C'est lui, je vous en ai parlé déjà, il a joué aux pompiers, c'est-à-dire qu'il nous a permis, en mettant ce qu'il appelle des neutralisateurs dans différents endroits de la ferme et dans différents endroits de l'antenne, qui a permis d'apaiser, de calmer vraiment les bâtiments, on va dire, hein, le lieu ici, là, tout présent, pour qu'on puisse traire dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, quand la traite se fait de mauvaises conditions, les vaches, elles retiennent leur lait, et du coup, si elles retiennent leur lait, tu n'arrives pas à les traire. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure pendant la traite, je regarde si les vaches sont bien traites, mais je ne suis pas resté 2 heures par vache pour bien les finir. En fait, j'ai pas besoin de les finir. À l'époque, il fallait toutes les finir. Et encore, en fait, tu les débranches, tu les lâches, et elles lâchent leur lait une fois sorties de la salle de traite. Et là, tu es comme un con, parce que le lait, en fait, elles le font après. Du coup, il y a des leucocytes, et du coup, c'est ingérable. Donc la venue de Luc a été formidable dans ce sens-là, parce qu'elle a permis d'apaiser en fait cette histoire et de pouvoir faire une traite dans de bonnes conditions, ce qui nous a permis de redémarrer. Et ça, c'est une clé de l'histoire, quoi. Hein, vraiment. La deuxième chose qu'on a mis en place forte pour remettre en route, redynamiser l'ensemble de l'élevage et l'ensemble des terres, ça a été l'agriculture dynamique, on va dire, dans le sens où, avec des préparations, donc qui sont une qualité de fermentation de bouse et une qualité de silice qui sont passées dans les cornes, qui nous a permis effectivement de réensemencer. Je pense que je ne peux pas dire mieux que cela, que réensemencer les terres, que réensemencer le compost, hein, pour faire en sorte que le temps est long, hein, c'est pas en le faisant en 1 an qu'on va y arriver, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut au moins 7 ans, hein, pour que cette longue inertie se remette en route. Et donc du coup, dans ces 7 années-là, en fait, au fur et à mesure et à force de poigne, à force de volonté affichée, hein, de notre part, pour remettre un cercle vicieux en cercle vertueux. C'est vraiment ça l'histoire. C'est ça qui nous a permis de remettre en route effectivement tous ces éléments et toute la faune, la flore qui fait l'ensemble, qui nous accompagne en fait avec nous. Alors, est-ce que je me suis déjà senti seul? Je crois que comme toute personne, des fois on se sent seul quand ça va pas trop. Et dans ce métier, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai démarré, on rame un peu parce qu'on n'est pas nombreux. Donc très vite, j'ai compris, pour s'en sortir, il faut être à plusieurs. Pour confronter nos résultats, trouver des solutions. C'est vrai qu'au départ, c'était un métier où on était beaucoup remis en cause. À la rigueur, c'était pas mal cette période-là, parce qu'en fait, on disait, ouais, voilà, c'est le marabout, c'est un magnétiseur, machin, on disait ça. Ça mangeait pas de pain, donc on nous laissait tranquille, on faisait ce qu'on voulait et c'était bien, quoi. On n'était absolument pas remis en cause. Ça, c'était la bonne période. Après, on commence un petit peu comme beaucoup de choses. Et une fois que ça commence à être connu, eh bien, ça commence à déranger, parce qu'on commence à remettre en cause des choses. Donc en fait, on commence à nous tirer à boulet rouge en disant c'est du grand n'importe quoi, les géobiologues ils font n'importe quoi parce que ça dérange. Ça, c'est une période qui commence à se passer. Et là, on arrive dans la 3e période qui est effectivement la géobiologie, elle a son intérêt. Il y a une réalité pure et dure. Donc on voit bien, il y a notamment les services de développement agricole qui se lancent à plein sur la géobiologie, que ce soit les chambres d'agriculture, les groupements de défense sanitaire, tout ce qui est contrôle laitier, ça y est, ils se rendent compte que c'est important de le faire. Donc avec leurs moyens, ils développent des services de géobiologie. Donc voilà un peu. Après, est-ce qu'on se sent seul? Oui, parce que c'est tellement vaste le vivant, c'est que des fois on ne comprend rien de ce qui se passe, quoi. Et puis des fois on va faire une opération, on va planter un piquet, on va mettre quelque chose sur le sol, et pof, ça marche tout de suite à merveille, puisque c'est le troupeau qui réagit tout de suite. Donc on ne peut pas remettre en cause le résultat, puisque c'est pas psychologique, c'est instantané, quoi.
Et je pense qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a le monde microbien, il y a les arbres, il y a le vivant, et dans le vivant, il y a plein d'autres phénomènes plus subtils, des présences, on peut parler d'entités, d'esprits de la nature, de dame nature, on l'appelle comme on veut. Il y a vraiment des présences subtiles qui sont là, qui peuvent nous accompagner. Il faut simplement petit à petit apprendre à se connecter, quoi. Et là, on se sent moins seul. Même si dans ce monde scientiste, beaucoup de choses sont remises en cause, mais je crois que les choses évoluent très vite en ce moment. Alors oui, bien sûr, on se sent seul. Quand on est acculé dans quelque chose, dans un recoin, tu dis « Oh là, c'est qui mes forces? Où est-ce que je vais les trouver? C'est quoi ?» Tu dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Obligé, oui, forcément. Ça c'est évident. Mais en même temps, de se sentir seul, il y a un point sur lequel il faut insister, il faut avoir confiance. C'est-à-dire que pour des gens qui connaissent ou qui peuvent regarder cette histoire et qui connaissent ces galères, je leur dirais d'avoir confiance en eux. C'est la première chose, parce que en fait, si on y réfléchit un petit peu, on n'est jamais seul. Et on peut se sentir épaulé, et sans savoir d'où ça vient, en fait, d'ailleurs. Hein, mais il est important de juste de prendre sa respiration et de dire « Ah oui, peut-être il y a autre chose qui se passe, et seul, j'y arriverai pas, c'est sûr, mais je suis entouré. » Ça, c'est sûr. Oui, c'est évident. Bon, à tout à l'heure alors. À tout de suite.